Voilà. Alors, pour commencer, j'ai la vieille scrogneuneuse, je suis dans ce rôle. J'en ai marre qu'on parle des violences faites aux femmes. Des violences à l'égard des femmes. Je voudrais appeler les choses par leur nom et les verbes corrects et les prépositions correctes. Ce sont au minimum des violences contre les femmes, mais on peut aussi employer des verbes comme infliger aux femmes ou exercer contre les femmes. Je trouve que dire ce qui est très très courant dans le langage politique, les violences faites aux femmes, c'est vraiment le degré zéro de l'acte faire. Il n'y a rien de plus neutre que faire. Donc voilà, je commence déjà à redresser le langage parce que c'est mon métier. Écrire et employer les mots justes qui sont des actes. Ne croyez pas entrer discrètement, c'est foutu, donc allez-y. Bon, j'accepte les excuses. Alors, les violences contre les femmes, ça sera donc ça que je suis chargée d'introduire. Alors d'ailleurs, à propos d'introduction, je vais tout de suite plomber le truc en vous disant de quoi va parler la pièce. Est-ce que vous allez tous voir la pièce après? Oui? Non? Pas tous? Enfin, certains. En tout cas, je viens de découvrir de quoi parlait la pièce, et comme je suppose que ça sera une pièce elliptique, je préfère vous donner bien tous les détails bien saignants pour que vous voyez de quoi il s'agit, comme ça introduira dans le sujet plombant. Il s'agit d'un phénomène, d'un événement qui n'a jamais eu de précédent et qui est resté unique. Cet événement dont parle la pièce, dont je ne comprends pas le titre d'ailleurs, Violente femme, mais enfin je suppose qu'on le saura en voyant la pièce, puisque voilà ce dont il s'agit. Cet événement s'est déroulé le 6 décembre 1989 à Montréal, à l'école polytechnique, qui est une sorte d'institut où il y a toutes sortes d'études de génie, de différents types de génie. Un homme est entré dans cette école armé d'un fusil mitrailleur. Il a tiré en allant dans les couloirs. Il est entré dans une grande salle, un amphithéâtre. Il a séparé les filles et les garçons. Il a dit aux garçons de sortir. Il a dit « Je hais les féministes » aux filles qui restaient. « Je hais les féministes. Vous êtes des féministes. » Et il a tiré, il a tué en tout 14 jeunes femmes. Il en a blessé 19 en tout. Et pour finir, il s'est suicidé. On a retrouvé sur lui une liste de 15 femmes connues, des femmes féministes connues, qu'il projetait d'assassiner. Les journaux ont été assez inconscients pour publier cette liste de 15 femmes connues. J'en ai rencontré beaucoup de ces femmes-là, qui sont ainsi stigmatisées à vie, et qui d'ailleurs, cette liste les désignait au bal de prochains tueurs. Toute personne qui est proche du Québec sait comment elle a appris cette nouvelle. Le 6 décembre 1989, l'innocence du Québec a explosé. Ce pays est extrêmement paisible, très différent de son voisin. Il y a très peu d'armes à feu en circulation. Dans les maisons, on ferme rarement les portes. Il y a une grande confiance. Et ce pays a découvert la violence anti-féministe. Pas la misogynie, pas la violence contre les femmes, pas seulement la violence anti-féministe. Puisque ce que cet homme ne supportait pas, c'était que des filles étudient dans une école, dans des études qui étaient auparavant réservées aux garçons. Cet homme, ce jeune homme de 25 ans, avait échoué dans ses études scientifiques. Il en voulait aux féministes qui, demandant l'égalité des études pour les garçons et pour les filles, prenaient donc des places aux hommes. En ce qui me concerne, je l'ai appris le lendemain par une demande de féministes de se réunir place de la Sorbonne avec une bougie et une fleur. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs et nous avons ainsi observé du silence en mémoire de ces jeunes filles. Depuis un certain nombre d'années, chaque année, chaque 6 décembre, avec le réseau dont je m'occupe, qui s'appelle Encore Féministe, nous commémorons ce massacre antiféministe en nommant le nom de ces 14 jeunes femmes. Nous nous retrouvons place du Québec à Paris, ça se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Nous nommons ces 14 jeunes femmes, nous déposons une fleur à leur mémoire, et nous le ferons tant qu'il y aura de la relève féministe, et il y en a,
parce que le jour où on les oubliera, elles seront mortes une deuxième fois. Ces jeunes femmes sont là pour nous rappeler que les études des filles, que l'égalité des études des filles, c'est un sujet important. Les empêcher d'étudier, et c'est un des premiers points dont je voudrais vous parler, dans le monde, les 2/3 des analphabètes sont des femmes et des filles. Moi, c'est une des raisons qui me fait lever tous les matins. Des gens comme moi ont des privilèges extraordinaires de pouvoir faire des études, de pouvoir apprendre au bon âge les bons outils pour développer son esprit, pour épanouir son intelligence, pour pouvoir apporter au monde à la mesure de ce qu'on a reçu par les privilèges qu'on a à la naissance. Nous avons tous, dans cette salle, tous et toutes, des privilèges du fait d'être nés dans ce pays en paix, dans ce pays riche, dans ce pays de mixité et de laïcité. Ces privilèges, nous en sommes comptables par rapport au reste du monde, qui subit cette violence épouvantable. Par exemple, au Niger, les petites filles font 2 ans d'école primaire et les garçons 4 ans. Bien sûr que c'est pas beaucoup 4 ans, mais c'est scandaleux que ce soit 2 ans pour les filles, parce qu'en 2 ans, on ne peut presque même pas apprendre à lire. Dans le monde entier, dans le monde pauvre, il en va de même. Les études sont en majorité pour les garçons. C'est une violence terrible. Alors je vais vous parler d'autres violences parce que je me demandais comment présenter ces violences en me demandant peut-être si vous en aviez conscience, parce que souvent on me dit « Oh mais non, vous les féministes, vous exagérez, vous voyez le mal partout, ça c'est sûr. » Bon, il suffit de sortir dans une grande ville pour voir le mal partout, c'est sûr. En ce qui me concerne, le mal, c'est la publicité. Je trouve que cette propagande idéologique qu'on impose sur les murs des villes, campagne on est tranquille pour ça, mais en arrivant dans les villes, c'est la première chose qu'on voit, c'est des publicités qui sont très généralement sexistes, dans la mesure où dès qu'on représente un corps humain, de préférence un corps féminin, et de préférence un morceau de corps féminin arrondi et appétissant, pour vendre n'importe quoi, c'est une violence. Donc l'espace public est violent, l'espace public, bon, quand on est sensible, bien sûr, mais enfin, on n'a pas tous des carapaces de rhinocéros, et donc on prend des violences quand on est une femme dès qu'on sort. Alors, je me demandais si ça vous intéressait d'en faire toute une liste, mais finalement, j'en ai choisi quelques-unes, juste comme ça, en allant des plus symboliques aux plus graves. Bon, je crois que j'ai commencé par la pire, quand même, le massacre anti-féministe de Montréal. Alors, je vais quand même vous dire, il y a pire encore que ça, il y a le fait que cet homme a été glorifié, déifié par des masculinistes, c'est-à-dire des hommes férocement antiféministes, des hommes qui donc, il s'appelait Marc Lépine, parlent de Saint Marc Lépine, et qu'on va reprendre et on va continuer ce qu'il a fait. C'est-à-dire que concrètement, moi, tous les ans, le 6 décembre, place du Québec, j'ai peur. Je réunis sous ma responsabilité une 50aine de personnes, et je regarde toujours aux fenêtres s'il n'y a pas des tireurs. Parce que nous nous désignons à la vindicte. Nous, les féministes, dont la devise est une formidable phrase de Benoît de Groux, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours, nous, les féministes, nous sommes haïs, vilipendés, d'une manière ignoble, d'une manière qu'on ne réserve pas aux gens comparables à nous. C'est-à-dire, par exemple, les militants d'Amnesty International, personne ne leur demande s'ils savent faire la tarte aux pommes ou si elles sont mariées, on s'en fout. Les personnes qui sont dans la Ligue des droits de l'homme, personne ne leur demande si elles sont hétérosexuelles ou dans quelle position elles baisent, on s'en fout, elles travaillent sur des idées. Et bien nous, il faut qu'on rende des comptes. Et figurez-vous le pire, évidemment là il y a un rideau devant la table, vous ne pouvez pas voir, on nous soupçonne d'avoir des poils aux pattes. Et ça c'est un crime en France. Alors, c'est de ça que je parle dans mon dernier livre qui s'appelle « Chaque matin, je me lève pour changer le monde ». Ce sont des mémoires féministes où je fais justice de ces terribles accusations et je vous dis tout de suite, j'ai du poil aux pattes. Et ça ne m'empêche pas ni de vivre, ni d'être aimée. C'est extrêmement grave parce que les féministes courent un très grave risque. Dès qu'elles respirent, dès qu'elles ouvrent la bouche, elles dérangent et par conséquent, elles ne séduisent pas et par conséquent, elles seront bien punies, elles seront toutes seules en enfer. Ça c'est pour les machos. Alors je reviens aux choses sérieuses parce que j'ai oublié de vous dire, le féminisme c'est drôle. En tout cas moi ça fait 45 ans que je me marre. Et d'ailleurs j'ai des rides du sourire comme vous pouvez le voir. On se marre parce que si en plus on devait se laisser plomber par toutes ces violences dont on s'occupe, eh ben on n'aurait plus de larmes tellement c'est horrible ce dont on s'occupe. Mais non, on arrive même à en rire. Donc je commence par la première violence que m'ont racontée
une féministe sur deux que j'ai rencontrée dans ma vie, à qui j'ai demandé comment t'es devenue féministe, toi, et ben voilà, ça se passe au CE1 ou 2, je ne sais plus, 1 peut-être. Vous savez, vous vous rappelez peut-être, enfin, de votre temps, pour les vieux, ça s'appelait autre chose, mais bon. Donc, quand on commence à apprendre le français, on écrit et on apprend quoi? L'accord du pluriel. Eh bien, comme vous savez, 49 filles et un garçon sont beaux. Ben, c'est gonflant. Parce qu'il n'y a pas de raison. 1000 femmes et un homme sont gentils. C'est énervant. Donc, ça, au fait, ça ne date que de 3 siècles. Là, je fais mon côté pédant, un peu. Alors, oui, j'ai fait mes études à la fac de Nanterre, juste à côté, il y a plus de 40 ans. Et c'était de la gadoue et des bidonvilles à cette époque. Alors donc, ça date de 3 siècles, c'est une invention des grammairiens genre Vaugelas, parce qu'avant, au fait, c'était comment on accordait avec le nom le plus proche, la règle latine. Eh bien, Vaugelas a décidé que le masculin l'emporte, car plus noble. Ça, c'est une pétition de principe, c'est son analyse. Donc voilà, ça c'est très très grave, énervant, c'est une violence, c'est un déni d'existence. Et donc, même moi, je la commets cette erreur. Et donc, il faut dire tous et toutes, ou toutes et tous. Et il faut arrêter de faire disparaître les féminins dans ce masculin qui les étreint pour mieux les étouffer. Bon, alors, quelques exemples de violence, mais il y en a tant que c'était juste au cas où vous auriez oublié. Alors, celles qui sont, moi je veux dire les plus violentes quand même, parce que le reste de symboles, peut-être ça ne vous semble pas si grave. Bon, depuis que j'ai été alertée sur le phénomène il y a environ 25-30 ans, ça s'est confirmé. Les femmes disparaissent en Inde et en Chine. Est-ce que vous vous rappelez ce phénomène qu'on trouve dans le diplôme largement décrit, qui s'appelle les femmes manquantes, c'est-à-dire que les filles qui sont avortées en tant que fœtus femelle avorté, infanticide spécifique. Maintenant, ça y est, on en est à 100 millions de femmes manquantes. Si ce n'est pas une extrême violence, ça, de ne pas naître parce qu'on a de mauvais sexe, c'est en Inde et en Chine surtout, mais voilà. Au début, quand j'ai appris ce phénomène, il y a 25 ans, je me suis dit, chic alors, en vertu du principe économique que tout ce qui est rare et cher, la valeur des femmes va s'accroître, et bien je me suis trompée. C'est pas ce qui s'est passé, c'est la violence qui s'est accrue, c'est-à-dire il y a moins de femmes à marier pour les garçons en Inde et en Chine, et bien qu'est-ce qu'on fait? On enlève des femmes d'ailleurs. C'est pas qu'on les achète plus cher, certes, mais c'est les bandits qui s'enrichissent au passage. Donc voilà, le phénomène des femmes manquantes. Et puis sinon, un sujet qui me motive aussi très fort pour me lever tous les matins, c'était hier la journée internationale contre l'excision. Et ça, c'est une barbarie qui n'a pas d'équivalent, qui me fait pleurer chaque fois que j'y repense. J'ai lu des dizaines et des dizaines d'autobiographies de petites filles, de femmes qui, en petites filles, ont subi cette torture, que peut-être vous ne savez pas, mais je vais vous redire au cas où vous ne savez pas précisément qu'il s'agit d'enlever cet organe qui ne fait de mal à personne et qui ne sert qu'au plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où il est? Vous voyez ce que ça veut dire de vous charcuter là? Alors comme ce sont des vieilles qui font ça en général et qu'elles n'ont pas de lunettes, autre problème de la pauvreté, elles charcutent. Et c'est horrible. Et c'est des hémorragies, et c'est des morts, et c'est des amputations, c'est des femmes qui restent estropiées à vie. C'est vraiment atroce. Et il y en a à chaque minute dans le monde. Il y en a 3 millions par an. Il y en a 100 millions dans le monde. Et quand est-ce que ça va s'arrêter, cette boucherie? Il y en a 95% en Égypte. Alors, quand on a commencé à s'occuper de ça, nous, les féministes, les emmerdeuses, les empêcheuses de tourner en rond et d'exciser en rond, en 75, ça a commencé, avec les premières actions féministes américaines. Benoît de Gaulle en parle dans son livre fondateur de 75, qui s'appelle « Ainsi soit-elle ». Elle le révèle à l'Occident, ce qui se passe. Et bien maintenant, heureusement, ça change un petit peu. Il y a des femmes du Sénégal, par exemple, qui ont pris l'initiative de faire transformer cette coutume, qui, au fait, je précise, parce qu'il ne faut pas charger trop la bête, n'a rien à voir avec l'islam, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est spécifique à 28 pays d'Afrique, dont l'Égypte, la Somalie, l'Érythrée sont les pires, et puis l'Afrique de l'Ouest, 28 pays dans lesquels les taux varient de 30 à 97%. Il y a quelquefois des variantes extrêmement plus graves comme l'infibulation, enfin bon, je ne rentre pas dans des détails horribles. C'est absolument horrible et monstrueux et injustifié. Et, bon.
Donc moi, ça m'empêche de vivre ça. Je trouve ça atroce. Je trouve ça vraiment affreux. C'est tellement merveilleux le plaisir. C'est tellement magnifique cet organe qui ne sert qu'au plaisir. Plein de femmes ne savent pas qu'elles en ont, vous savez. En fait, depuis le début, je ne sais pas si j'ai dit le mot de clitoris, mais il serait temps quand même. Donc, quel merveilleux mot, quel merveilleux plaisir. Et voilà, c'est ça qui fait peur à la virilité, c'est le plaisir gratuit, le plaisir même pas pour faire des enfants. Il faut peut-être que je m'arrête parce que là, je vais intéressée sur ce genre de sujet. Donc voilà, j'arrête, j'avais l'avortement et encore un tas d'autres. Je vais juste faire une petite conclusion. C'est là que je m'arrête, Michel? Ce sera une fin provisoire parce qu'il y aura un échange avec la salle. D'accord. Alors donc, je fais juste maintenant, je prends un peu de hauteur et je dis que toutes ces violences éparses, il y en a des centaines à nommer, le droit de vote qu'on a mis 96 ans pour enfin arracher la domination masculine en France, toutes des plus symboliques, comme les injures, pourquoi on se formalise d'être traité de pute, enfin franchement, c'est juste ce qu'on aime. Pour la prostitution, enfin tout ce genre de sujets qui sont tellement courants, qui font partie du tissu de nos vies. Pourquoi on s'en formalise, nous les chuchotes? Eh bien, toutes ces injustices, ces violences intolérables, inadmissibles dans une société fondée sur 3 piliers qui sont liberté, égalité et fraternité, seul le dernier est vraiment justifié parce que c'est une fraternité des hommes. Il serait temps d'introduire une autre notion, d'introduire les femmes dans cette solidarité, parce que cette fraternité masculine, virile, qui repose sur une conception militaire de l'homme, elle a réussi à nous léguer un système verrouillé, solide, dont il est extrêmement difficile d'ébranler les fondements. Ce système, c'est la domination machiste et la soumission de beaucoup. Vous voyez, je n'ai pas dit domination masculine et soumission féminine, c'est plus complexe que ça. C'est la domination du machisme, un système de violence et d'injustice qui présuppose la prédominance, la supériorité du masculin, et la soumission de plein de femmes et de plein de gens qui sont différents des machos en disant « Ah ben oui, ah ben il gueule plus fort qu'il doit avoir raison ». Alors par exemple, en ce moment, on croit que tous les hommes payent pour des prostituées ou pourraient payer. On ne les entend pas, ceux qui ne payent pas, donc c'est ceux qui gueulent le plus fort qui ont certainement raison. Donc on vit dans ce système bien structuré, bien fort, où quand on se mêle de dire le contraire, on est une emmerdeuse et une empêcheuse de massacrer en rond, une empêcheuse que ce monde continue à aller ainsi comme de toute éternité. Les garçons prennent les 3/4 de la cour de récré et les filles jouent dans leur coin comme des petites. Et tout est comme ça dans le monde politique, les hommes prennent toute la place et les femmes sont juste des corps qu'on commente de manière un peu flatteuse en général, du matériel, du tapac noir, enfin on est juste des objets. Et c'est ce, pour terminer, sur la sexualité, qui est quand même une des bonnes choses de la vie, l'ennui, c'est qu'elle sert à valoriser les hommes. Un homme qui a eu plein de femmes dans sa vie, c'est un super don Juan. Une femme qui en a eu le quart de la moitié, c'est-à-dire plus que 1 ou 2, vous voyez tout de suite ce que c'est. Et donc c'est extrêmement dommage que la sexualité, qui est une des plus belles choses du monde, un des plaisirs gratuits qui ne fait pas grossir, enfin, non, ça bon, plaisir donc gratuit à mon âge qui ne fait pas grossir, et qui est juste comme ça pour le plaisir, pour rien, pour abolir le temps, pour se dire que la vie est belle, etc. Et bien quand c'est une femme qui en parle, c'est un tout petit peu dégoûtant, même moi la bourrier, vous êtes indulgent, mais à mon âge, vous savez, ça devrait m'avoir passé. Tandis qu'un monsieur, enfin, Strauss-Kahn est à mon âge, un Strauss-Kahn, là, mais enfin, mais quel chaud lapin. Et vous imaginez le féminin, ce que ça donne, c'est plutôt chaudasse, etc. C'est pas... Donc que la sexualité serve ainsi à salir, souiller les femmes et à glorifier, valoriser les hommes, il faut que ça change. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Marlène Banquier, sociologue. Alors, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. La commande qui m'a été faite, du coup, était justement de revenir un peu, de parler en bref instant de la place que les femmes prennent ou ne prennent pas, uniquement dans le monde professionnel. Donc, du coup, c'est une intervention dont l'ambition est plus modeste, mais je pense malgré tout assez importante. Et donc, encore une fois, la commande qui m'avait été faite, c'était de parler des violences faites aux femmes dans le monde professionnel. Je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais définir ce terme de violence. Et évidemment, on est tenté de le réduire à son usage le plus courant, qui est l'utilisation de la force psychique ou physique pour contraindre l'autre
Donc dans le monde professionnel, évidemment, la forme la plus connue de la violence, non pas donc faite aux femmes, mais exercée à l'encontre des femmes, si je t'ai bien entendu, c'est le harcèlement au travail, et puis dans sa version encore plus genrée, si je puis dire, le harcèlement sexuel. Le problème de cette réduction en fait, des violences dans le champ professionnel à cette définition vraiment de l'utilisation de la force dans le cadre d'une interaction où on essaie de soumettre une femme, c'est qu'elle laisse de côté évidemment toute une part des violences vécues par les femmes dans le monde du travail, mais qui n'ont pas nécessairement un auteur identifié. Et cette violence-là, je ne sais pas comment l'appeler autrement que violence structurelle, c'est-à-dire une violence qui en fait délimite le champ des possibles en fonction pour chaque individu en fonction de ses propriétés sociales, et là en l'occurrence en fonction donc de ses propriétés genrées. Alors, cette violence structurelle, une violence qu'on peut appréhender quand on sait, alors je donne des chiffres qu'évidemment tout le monde connaît, mais que seulement 10% des femmes, il y a seulement 10% de femmes dans les conseils de direction des grandes entreprises, il y a 0 femmes PDG d'une entreprise du CAC 40, il n'y a que 27% de femmes à l'Assemblée nationale, et les chiffres ont énormément augmenté depuis 4 ou 5 ans, donc il n'y a que 16 femmes qui sont maires, et il n'y a qu'une femme qui dirige une région en France sur 22, ce qui est quand même peu de choses, en dépit des lois sur la laïcité, etc., sur la laïcité politique. Donc cette violence-là, cette violence structurelle, qui en fait délimite le champ des possibles en fonction des propriétés sociales, voilà, je voulais l'inclure dans la définition de la violence professionnelle. Qui, évidemment, le problème de ces violences structurelles, c'est qu'il est très difficile de les appeler violences parce qu'il est très difficile de désigner l'auteur de ces violences. Il n'y a pas un auteur identifiable, on a l'impression que le système, en quelque sorte, empêche les femmes d'accéder à un certain nombre d'informations. L'autre problème d'une définition trop restrictive de la violence, c'est une définition qui réduirait la violence uniquement, encore une fois, aux interactions violentes qui mettent face à face des femmes, c'est qu'elle ne permet pas justement de comprendre ces violences directes et ces violences interactionnelles. Évidemment, je pense qu'on ne peut pas dissocier, qu'il ne faut pas dissocier les actes violents, qui vont de l'injure au harcèlement, enfin qui vont de ce que Brigitte Grésy avait appelé le machisme ordinaire au travail, au harcèlement sexuel ou dans ses formes les plus violentes. On ne peut pas dissocier toutes ces violences directes et interactionnelles de violences plus structurelles et en fait des positions sociales respectives des hommes et des femmes dans la société. Et c'est vrai évidemment pour toutes les violences, on ne peut pas dissocier les actes racistes de la position structurelle des blancs et des noirs socialement. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas évidemment dissocier les interactions entre individus des places qu'occupent les groupes auxquels ils appartiennent dans le monde social. Du coup, je voulais inclure les violences structurelles dans ce que je vais vous dire. Et puis simplement, quel est l'intérêt de réfléchir aux violences dans le terrain professionnel? C'est que je suis intimement convaincue, comme beaucoup de sociologues du travail, puisque je suis sociologue du travail en fait et de la finance et pas du tout du genre, mais là pour l'occasion un petit peu, je suis convaincue, donc, comme beaucoup de sociologues du travail et aussi comme beaucoup de féministes, qu'il y a vraiment une centralité du travail dans la structure des rapports sociaux. C'est-à-dire que la question de l'accès au travail, de la distribution du travail est absolument centrale dans la production des inégalités sociales de genre, mais pas seulement, de genre, de classe, de race. J'utilise le terme de race évidemment dans le sens anglo-saxon de manière dont socialement on discrimine les gens, etc. Donc du coup, pour peu qu'on accepte de définir le travail non pas seulement comme l'activité salariée, mais qu'on ait une définition plus extensive du travail qui inclut le travail domestique, c'est-à-dire l'ensemble des activités productives qu'on a dans notre vie, qu'elles soient engagées contre une rémunération ou non, je pense du coup, pour peu qu'on ait cette définition un peu extensive du travail, le travail est vraiment un des lieux centraux où se jouent et se rejouent les inégalités hommes-femmes. Alors du coup, en quelques mots, donc quand on parle en général de violence structurelle du travail, de qu'est-ce qu'on veut dire, en fait on veut dire que le marché de l'emploi est ségrégé doublement, il y a une ségrégation verticale et une ségrégation horizontale des femmes sur le marché de l'emploi. Alors une ségrégation verticale, je vous ai donné déjà quelques chiffres, je vous en redonne quelques-uns, mais bon voilà, c'est des choses qu'on sait tous intuitivement, mais c'est toujours bien de se les rappeler de manière quantifiée. Donc les femmes représentent 52% de la population active, donc en fait on est majoritaire dans la population active, et seulement 39% des cadres et seulement 18% des chefs d'entreprise. Donc en fait quand vous regardez la pyramide des femmes au travail, vous voyez que plus vous montez dans la hiérarchie sociale, évidemment, plus elles fondent comme une société.
Ça, c'est la ségrégation, si je puis dire, la plus visible. Mais la seconde, qui l'est parfois un peu moins, mais qui est tout aussi importante pour comprendre la position des femmes dans le marché de l'emploi, c'est une ségrégation horizontale, c'est-à-dire en fait qui cantonne les femmes à certains secteurs d'activité et qui les exclut en fait donc, horizontalement, si je puis dire, d'autres secteurs d'activité. Donc les secteurs d'activité où elles représentent plus de 70% des femmes, c'est, vous vous en doutez, le commerce, la santé, et puis évidemment tous les services directs aux particuliers. Donc voilà, tous les services directs aux particuliers qu'on peut imaginer. Donc, comme d'habitude, en fait, des secteurs d'activité où on présuppose que les qualités féminines acquises dans la sphère domestique seront facilement mobilisables dans le champ professionnel. Donc cette double ségrégation, si je puis dire, elle crée en fait une sorte de second marché du travail dans le marché du travail général, qui est un marché du travail féminin qui est situé en bas de la hiérarchie en bas de la hiérarchie en fait, et qui explique que, enfin qui en fait se caractérise à la fois donc par un fort, c'est en fait donc ce second marché de l'emploi se caractérise par le fait d'être très féminisé, d'être principalement situé dans les secteurs tertiaires, et puis d'être très précarisé. Il s'est mis en place dans les années 80-90, ce qu'on appelle ce second marché de l'emploi, et il a été initialement analysé par les féministes comme étant vraiment la création d'une forme féminine d'emploi. Et puis en fait, maintenant de plus en plus, il est analysé comme ayant été le laboratoire de formes d'emploi destinées ensuite à s'étendre. Donc on a considéré à juste titre, je pense, par exemple, que la grande distribution avait été un laboratoire des formes atypiques d'emploi, et en fait qu'on a utilisé du coup cette forme d'emploi spécifique, si je peux dire féminine, pour ensuite l'étendre et la généraliser dans un mouvement qu'on connaît tous de déstabilisation de la norme d'emploi stable, c'est-à-dire du CDI à temps complet. Voilà. Alors, quelles sont les deux grandes explications qui sont souvent données de cette situation un peu particulière des femmes sur le marché de l'emploi? Les deux grandes explications, donc à mon sens fausses, qui sont données. La première, c'est que les femmes seraient rentrées récemment sur le marché d'emploi et que du coup, elles rentrent par en bas, mais que petit à petit, la marche du progrès de l'égalité fait que, en fait, dans quelques années, elles arriveront un peu mécaniquement à accéder à des positions égales à celles des hommes. Donc, en fait, évidemment, c'est faux, parce que si juridiquement, l'autonomie juridique des femmes dans le travail est effectivement récente, puisque du coup, il faut rappeler que c'est seulement depuis 1966 que les femmes ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, il n'en reste pas moins que la place des femmes dans le monde, la place des femmes dans le travail n'est absolument pas récente et que les femmes ont toujours travaillé. Et là, je vous renvoie à ceux qui ont envie de lire un travail très intéressant qui a été fait par Margaret Maroni et Monique Méron, qui s'appelle Un siècle de travail des femmes. Donc elles ont analysé le travail des femmes durant tout le XXe siècle et elles ont en fait observé que les femmes ont toujours représenté tout au long du XXe siècle de manière extrêmement stable entre un tiers et la moitié de la population active. Donc elles ont toujours représenté entre un tiers et la moitié de la population active, avec des petites variations, mais qu'en fait, et que les petites variations sont qu'en fait dans les années 50-60, il y a une sorte d'exception, qui en fait est donc une exception, où effectivement il y a moins de femmes qui travaillent, notamment entre 25 et 49 ans, mais c'est pas du tout la norme, c'est pas que les femmes auraient été... Enfin voilà, c'est pas la norme, c'est encore une fois une exception qui a duré une dizaine d'années à l'échelle de tout le XXe siècle. Ce qui est nouveau en revanche, depuis les années 70, c'est que les femmes sont de plus en plus fréquemment salariées. Et que ça, c'est vrai, les femmes ont investi massivement depuis les années 50-60 le salariat. Et ça, c'est nouveau, puisque dans la première moitié du XXe siècle, elles travaillaient le plus souvent dans des statuts proches de leur statut familial, c'est-à-dire comme aide à domicile, ou elles faisaient des travaux de couture chez elles, ou alors elles étaient aides agricoles dans les exploitations agricoles. Bon, bref, donc elles n'étaient pas salariées au sens strict. Donc la première explication qui est de dire en fait les femmes travaillent depuis peu de temps, c'est pas vrai, parce qu'encore une fois, les femmes travaillent depuis très longtemps et c'est la reconnaissance de ce travail et la visibilité de ce travail qui est très difficile à obtenir. L'autre explication fréquemment avancée de cette place minorée, enfin de cette discrimination des femmes au travail, je pense que c'est dur de l'appeler autrement, c'est une idée qui est souvent défendue notamment par les féministes différentialistes, qui est de dire en fait que les femmes assument une partie du travail reproductif, en étant enceintes notamment, et que du coup, de fait, parce qu'elles assument une partie du travail reproductif, elles ne peuvent pas
où elles ne peuvent pas, où elles ne veulent pas nécessairement s'investir autant dans le travail que les hommes, et que d'ailleurs il n'est pas souhaitable d'exiger d'elles qu'elles le fassent, et que du coup la revendication féministe, ce ne serait pas tellement d'exiger d'elles ou de les inciter à entrer de la même manière que les hommes sur le marché de l'emploi, mais plutôt de reconnaître leur contribution propre à la société, notamment leur contribution reproductive à la société. Donc ça c'est un peu l'idée de l'égalité dans la différence, c'est-à-dire voilà, les femmes, encore une fois, les femmes, ce dont elles ont besoin, c'est pas d'investir massivement le marché du travail, c'est qu'on reconnaisse le fait que faire des enfants, c'est une activité productive en soi. Alors moi je suis tout à fait pour qu'on reconnaisse que faire des enfants est une activité productive en soi, mais par ailleurs je ne suis pas féministe différentialiste, et il est intéressant de noter, et là je pense que même si je ne partage pas du tout le point de vue d'Elisabeth Badinter sur beaucoup de choses, son travail, malgré tout, il y a quand même une part de son travail, il y a beaucoup quand même une part de son travail qui est intéressant, et notamment, c'est assez intéressant ce qu'elle a fait et la manière dont elle a comparé les taux de natalité, les taux de fécondité des femmes dans différents pays d'Europe et les politiques publiques de ces différents pays européens, et donc elle a montré que dans les pays où les politiques familiales incitaient les femmes à reprendre le travail, les femmes faisaient plus d'enfants, comme c'est le cas en France, alors qu'à l'inverse, dans les pays où les politiques familiales essayent de maintenir les femmes chez elles en les aidant à rester chez elles pour faire des enfants, les femmes font beaucoup moins d'enfants. Donc l'idée, en quelque sorte, d'Elisabeth Badinter, qui est de fait assez juste, c'est qu'en Allemagne ou en Italie, où les traditions paternalistes sont plus fortes et où les politiques familiales sont fondées sur des complémentarités des sexes, les femmes réagiraient de manière plus ou moins consciente par ce qu'elle appelle la grève des ventres, c'est-à-dire du coup ne ferait pour ainsi dire plus beaucoup d'enfants. Alors qu'à l'inverse, en France, où on est assez incité à, même si évidemment la loi pourrait être améliorée, malgré tout, les femmes sont quand même assez incitées à rejoindre, enfin notamment il y a des crèches, on est assez incité à reprendre le travail. Le travail est garanti à la fin du congé maternité, du coup, on a un taux de natalité très élevé. Donc, il me reste un petit peu de temps, 2 minutes. On reprendra tout à l'heure. C'est la catastrophe alors. Ça ne va pas. Alors du coup, non parce que j'ai passé trop de temps à parler de ceux qui disent des bêtises et pas assez de ceux qui disent des choses justes. Donc en fait, voilà, juste simplement, je voulais vous parler un peu de mon enquête, enfin en fait, du coup, moi, du travail que j'ai fait en tant que sociologue dans la grande distribution. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce secteur d'activité, qui est donc un secteur d'activité qui emploie massivement les femmes, puisqu'il y a 70% de femmes qui y travaillent. Et qui, par ailleurs, en plus, est un secteur d'activité très central, puisque, par exemple, Carrefour est le premier employeur privé en France, aux États-Unis, Walmart est aussi le premier employeur privé. Donc, travailler sur ce secteur d'activité, c'est très intéressant pour comprendre les évolutions du travail. Encore une fois, c'est là où le plus de gens travaillent aujourd'hui dans le secteur privé. Et je voulais du coup vous montrer quelle est la position des femmes. J'ai travaillé comme caissière, j'ai fait ce qu'on appelle une enquête par observation participante, donc j'ai travaillé comme caissière plusieurs mois. J'ai travaillé dans l'organisation syndicale majoritaire, et puis après, j'ai travaillé à la direction des ressources humaines et en fait au siège, pour essayer un peu de... Alors c'était pas un travail sur le genre, mais du coup là ce que je voulais faire c'était vous dire un peu quelle est la position des femmes tout en bas et tout en haut dans ce secteur. Donc je vais pas vraiment pouvoir le faire, mais ça, je le fais un tout petit peu alors. Donc simplement en quelques mots, ce qui est intéressant c'est que je me suis posé la question de pourquoi est-ce que ce grand groupe qui est donc le premier employeur privé en France, donc du coup je vous ai dit qui est donc anonyme dans le livre et dans ma thèse, pourquoi est-ce qu'il embauchait principalement des femmes pour être caissières, alors même qu'on sait que c'est un emploi dans lequel il faut travailler le week-end, c'est un emploi dans lequel il faut travailler fréquemment le soir, fréquemment jusqu'à 22h puisque c'est l'heure de fermeture des hypermarchés, et pourtant les enseignes embauchent exclusivement à plus de 90% des femmes, et des femmes en plus en âge, si je puis dire, d'élever de jeunes enfants, c'est-à-dire à la période de leur vie où elles sont probablement le moins disponibles, donc le week-end et le soir. Donc il y a, je pense qu'on peut faire l'hypothèse validée, qui est à mon avis une hypothèse vraie, qui est qu'évidemment, en fait, en recrutant des femmes, la direction recrute une population salariée qui est une population qui a été montrée par beaucoup d'enquêtes, qui est une population beaucoup plus docile. Et je le dis tout de suite, elle n'est évidemment pas du tout plus docile pour des raisons psychiques, psychologiques, ou je ne sais pas trop quoi, ou mentales. Elle est plus docile simplement parce qu'elle est évidemment extrêmement contrainte par sa vie extra-professionnelle, extrêmement contrainte notamment par le travail domestique qu'elle accomplit.
Donc concrètement, en fait, du coup, j'ai pas tellement le temps d'expliquer ce qu'il en est de l'organisation du travail dans cette enseigne, enfin, dans la grande distribution en général. Du coup, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, bon, voilà, j'essaie de résumer mes idées. Simplement, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens globalement, les caissières sont payées au SMIC, sont très mal payées, du coup, et qu'elles ont des rapports d'extrême dépendance avec leur hiérarchie. Le principe, c'est d'essayer d'avoir une population qui va accepter une flexibilité des horaires importante, qui va accepter des salaires faibles et qui va évidemment ne pas trop se révolter ou ne pas trop résister. Du coup, pour obtenir ça, la direction emploie des femmes qui sont extrêmement dépendantes de leur hiérarchie pour toute une série notamment pour l'organisation de leur vie extra-professionnelle, c'est-à-dire qu'en fonction des bonnes relations qu'on a ou pas avec son chef, on a le droit de quitter le travail un petit peu plus tôt et du coup d'être à temps pour aller chercher ses enfants. On a le droit de prendre ses congés pendant la période des vacances scolaires et pas à une autre période qui ne nous arrange pas du tout parce que du coup on n'est pas en congé en même temps que ses enfants, etc. Et puis par ailleurs, une population qui a beaucoup moins le temps de se syndiquer que d'autres populations, toujours pour les mêmes raisons, liées du coup liées à ce travail qu'elles accomplissent en dehors du travail. Donc voilà, ça c'est une des raisons qui explique, je pense, cet emploi massif des femmes et l'intérêt qu'il y a en fait pour les directions à employer massivement des femmes dans un certain nombre de secteurs. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que évidemment ça s'accompagne de toute une série de préjugés qui est reconduit, y compris par la hiérarchie intermédiaire, alors même que cette hiérarchie intermédiaire sont des femmes, puisque sur la ligne de caisse, par exemple, où j'ai été, il y avait seulement, enfin j'ai été sur plusieurs, du coup, puisque j'ai été dans 3 hypermarchés différents en tant que caissière, il y avait à chaque fois seulement 1 ou 2 garçons, et dès qu'il y avait 1 ou 2 garçons, ils bénéficiaient d'un traitement de faveur évident par la hiérarchie intermédiaire, avec des arguments comme « oui, mais c'est un garçon, donc il ne peut pas rester assis comme ça sans rien faire, ou en tout cas en faisant toujours le même geste pendant tant de temps ». Donc des petites tâches comme par exemple ranger les caddies qui sont très recherchées par les caissières parce qu'elles permettent en fait de quitter la ligne de caisse et de faire autre chose, de ranger les caddies, voilà, bon, bref, étaient du coup systématiquement attribuées aux hommes au motif que ça leur permet de se dégourdir les jambes. Et de la même façon, une autre chose aussi qui était assez intéressante que je notais, je me voyais complètement dans ton de toute façon, après je m'arrête là-dessus, ça sera toute une conclusion, mais c'est pas grave. C'est une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que justement ces hommes caissiers pouvaient entretenir avec la hiérarchie intermédiaire des relations, une certaine forme de séduction en fait dans les relations, notamment par exemple en flattant par exemple la chef de caisse sur sa coupe de cheveux, et du coup elle rigole un peu, etc. Et du coup en fait leur position d'homme et la possibilité pour leur regard d'être objectivant vis-à-vis d'une femme leur permettait en quelque sorte de compenser leur position d'inégalité hiérarchique sur le terrain professionnel. Alors qu'il se passe absolument l'inverse quand c'est une femme qui est en position hiérarchique inférieure, parce qu'évidemment les rapports de séduction genrée viennent au contraire redoubler l'inégalité hiérarchique. Alors que là, à la caisse, en fait, l'inégalité, enfin la manière dont on se structure la plupart du temps, malheureusement, les relations de séduction, viennent le compenser. Voilà, je voulais dire quelques toutes petites choses aussi de comment ça se passe tout en haut. Il y a évidemment très peu de femmes à la tête de la grande distribution, enfin à la tête de ces enseignes. Et voilà, ça a été assez... voilà, je m'arrête là, juste, il y a très peu de femmes, beaucoup de machisme ordinaire. Et enfin, qui est assez bien d'ailleurs décrit par Brigitte Grésy, et puis on reviendra après aussi sur pourquoi, parce que voilà, une des choses que je trouverais intéressante peut-être à discuter après, c'est le fait que, notamment à la tête de ces groupes, j'ai trouvé assez intéressant que beaucoup d'hommes participent de fait à la marginalisation des femmes en ne leur offrant pas les promotions qu'elles pourraient avoir ou en faisant toute une série de blagues assez machistes et du coup qui mises bout à bout en fait finissent par créer de la marginalité pour les femmes dans les secteurs professionnels, alors même que je pense qu'individuellement ils sont absolument pas machistes et ils sont plutôt relativement favorables à l'égalité. Et je trouve que c'est quand même une discussion intéressante de voir comment est-ce que beaucoup d'entre nous, mais notamment beaucoup d'hommes, se trouvent à participer à la reproduction de ce système en fait de ce système qui marginalise professionnellement beaucoup les femmes, alors même que je ne pense pas du tout qu'on puisse faire l'hypothèse qu'ils soient intrinsèquement machistes ou que leurs intentions soient mauvaises, ce qui en tout cas n'était pas du tout mon expérience. Voilà. Bon, c'est un peu... On va revenir sur les questions que vous poserez sur ce qui était par les deux premières intervenantes. Le plus facile,
Colline Cardy, Penser la violence des femmes. Merci de votre invitation, et donc je vais un peu décaler les choses puisque la commande qui m'a été faite à moi, c'était celle de présenter ce livre qu'on a publié avec Geneviève Pruvot qui s'appelle Penser la violence des femmes, donc exercée par les femmes, et qui est sorti en 2012. S'atteler à essayer de penser la violence des femmes, c'est travailler sur le difficilement pensable, mais pas l'impensable. Dire ça, c'est dire deux choses. Hein. C'est d'abord que la tâche est délicate quand on travaille sur du difficilement pensable, parce que la violence féminine jette un trouble dans le genre. Hein. Elle vient rompre finalement avec des stéréotypes bien ancrés, et j'y reviendrai. Délicate aussi parce que penser la violence des femmes ne doit en aucun cas conduire à relativiser la violence à l'encontre des femmes, qui évidemment est de loin la plus manifeste, et penser la violence des femmes, hein, c'était évidemment pas pour nous essayer de nourrir les thèses masculinistes en mettant sur le même plan quantitatif, notamment violence des femmes et violence à l'encontre des femmes. Et donc, quand on a sorti le bouquin, ça a été important pour nous d'accompagner la sortie du livre, puisqu'évidemment, on a été contacté par la cause des hommes.com et par SOS Non Battu. Voilà, on a gentiment refusé. Donc, difficilement pensable, mais pas impensable. Oui, malgré leur douce nature, les femmes sont violentes. Hein, c'était la phrase ironique d'Arlette Farge et de Cécile Dauphin, qui sont les premières historiennes à oser un livre en 1997 sur le sujet. Et ce constat-là, qui a aussi été le nôtre, hein, se vérifie à toutes les époques et dans tous les espaces géographiques donnés. C'est donc de ce constat-là qu'on est parti avec Geneviève quand on a décidé de faire cet ouvrage collectif, qui est un ouvrage interdisciplinaire sur la violence des femmes. Et donc je vais essayer de vous présenter ça dans le temps qui m'est imparti. Hein. Il y a 28 contributions, donc il y a du monde. En deux temps. Je vais d'abord revenir sur ce geste politique et scientifique, hein, qui nous a conduit à faire ce livre. Et puis ensuite, je vais essayer de dégager un peu rapidement la manière dont les sociétés, à partir de trois récits typiques, pensent ou au contraire nient la violence des femmes, pour vous montrer comment, à l'intérieur de ces récits typiques, eh bien, on observe un lien très étroit entre ordre du genre et ordre social, et comment la violence des femmes est toujours pensée comme une menace pour l'ordre social, et donc il s'agit toujours de refabriquer de la différence des sexes pour les remettre à leur place. Alors d'abord, pourquoi et comment finalement penser la violence des femmes? Alors Geneviève avait travaillé sur la violence légale, elle avait travaillé sur les femmes dans la police. J'avais travaillé pour ma part sur la violence illégale, et donc on s'était dit un jour qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Mais en dehors de ça, on pourrait développer davantage, mais je vais vous donner là deux raisons, hein, qui nous semblaient importantes. Il s'agit d'abord de rompre avec ce silence paradoxal, hein, qui entoure la violence des femmes. Silence paradoxal parce que d'un côté, la violence féminine, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois, est loin d'être un tabou. Hein. Au contraire, on a des exemples partout d'une profusion, hein, de représentations, de discours, et il suffit de regarder du côté des sources médicales, littéraires, religieuses, judiciaires, iconographiques, pour voir apparaître, hein, des figures de femmes violentes. Et donc, une question en tant que sociologue qu'on peut se poser quand on voit cette profusion de représentations, hein, c'est de savoir qui a intérêt finalement à hypertrophier à certains moments donnés cette violence. Et pourtant, de l'autre côté, la violence des femmes fait l'objet d'un déni qu'on observe à plusieurs niveaux. Du côté de la doxa, hein, les femmes par nature seraient douces et dociles, c'est elles qui perdent le sang, elles donnent la vie, hein, et donc de ce fait elles ne pourraient donner la mort. Du côté aussi d'une sociologie de la déviance et des études sur la violence, hein, qui occultent complètement la participation des femmes aux activités violentes. Du côté aussi des études féministes, hein, et on a parlé avec Geneviève dans un autre cadre d'une forme de tabou féministe. Évidemment, j'y reviendrai, mais en tout cas, effectivement, on observe à différents niveaux une vraie difficulté, voire un déni autour de cette question de la violence des femmes. Et là aussi, évidemment, la question se pose de savoir qui est-ce qui a intérêt à rendre cette violence à la fois taboue et impensable. Donc penser la violence des femmes, hein, c'était essayer d'éclairer
et de rompre ce silence paradoxal qui renvoie tour à tour la violence féminine soit du côté du fantasme, soit du côté de ce qui ne peut ou ne doit surtout pas advenir. Et puis la deuxième raison qui nous a poussé à faire ce livre, elle est d'ordre politique, c'est-à-dire que penser la violence des femmes, c'était redonner aux femmes un statut de sujet, dans un contexte où, là aussi je vais y revenir, soit les femmes sont renvoyées du côté de la violence, au sens privatif, on leur ôte et on les dépossède de l'accès au pouvoir de violence, soit elles sont pensées comme des sujets qui sont toujours agis par leur nature, par leur psychologie, par les hommes, par la domination masculine. Et donc pour nous, c'était l'occasion d'essayer d'exhumer les formes, les occasions de la violence des femmes, et par là finalement redonner aux femmes le statut de sujet de l'histoire, une histoire dont on le sait, au-delà d'une vision un peu simpliste de la violence, eh bien, les progrès démocratiques ou individuels ont aussi été conquis par les armes. Et cette opération, ça supposait d'une sortir d'une lecture homogénéisante, parfois victimaire du groupe des femmes, pour penser que tous les hommes ne sont pas violents, mais que toutes les femmes ne sont pas non plus aviolentes, et essayer de penser les conditions de la transgression finalement des rapports de genre. Alors une question politique qu'on s'est toujours posée, c'est est-ce qu'il s'agit de penser la violence des femmes ou de la prôner? Et on a sans cesse oscillé avec Geneviève, avec des grands moments de oui, les femmes doivent prendre les armes, et puis d'autres moments où on se disait, évidemment, le féminisme n'a jamais tué, et la phrase de Benoît Coult est belle, et l'idéal de non-violence l'est aussi. En tout cas, ce qu'on a voulu faire, je crois, c'est penser un égal accès au pouvoir de violence, ce qui ne fait finalement pas de la violence un idéal politique, mais c'est un moyen en tout cas d'exciter le système et de défendre des femmes fortes. À partir de là, comment penser la violence des femmes? Là aussi, la tâche est complexe, le concept de violence est délicat. La violence, en tant que telle, elle passe pour indéfinissable. Elle serait, selon Balibar, le signe d'une perte de sens, un moyen qui échappe toujours aux fins poursuivies par celles et par ceux qui en font usage, et qui de fait ne peut fonder une légitimité politique. Alors le problème quand on travaille sur la violence des femmes, c'est qu'on va rejouer là quelque chose qui renvoie très souvent la violence des femmes du côté de l'irrationnel, de l'impossible maîtrise, alors même que certaines femmes ont pu et peuvent revendiquer individuellement, collectivement, la violence comme une ressource. Du coup, on est parti d'une définition qui à la fois est très pratique et limitée, mais en tout cas d'une définition performative, en se disant que la violence n'est finalement pas dissociable d'une opération de qualification, est violent, ce qui est reconnu comme violence, est reconnu comme violent aujourd'hui, des choses qui ne l'étaient pas hier et inversement. L'exemple le plus typique quand on travaille sur les violences des femmes, c'est l'infanticide, qui longtemps a été toléré comme un mode de régulation des naissances et qui aujourd'hui est considéré comme un crime par excellence. Donc penser la violence des femmes, pour nous, c'était travailler sur le processus ou les processus d'identification, de requalification, de classification du phénomène, avec cette question, comment les violences féminines sont-elles requalifiées, reclassées dans le répertoire des délits et des crimes. Et donc c'est de cette manière qu'on a, notamment dans l'introduction du bouquin qui est un peu importante, qu'on a essayé de faire un espèce de recensement transversal des récits typiques de l'irruption de cette violence, avec cette chose étonnante qui est que quand il est question de la violence des femmes, elle fait toujours l'objet d'un récit. C'est ce que dit Raphaël Guidé dans son article sur les romans de Joseph Roth, qui dit que c'est étonnant comment dans la littérature, quand les femmes font usage de violence, il faut absolument essayer de chercher une cause et de donner sens. Et donc ce qui était intéressant, c'était d'essayer de travailler sur ces récits qui font émerger la violence féminine et qui sont aussi bien de l'ordre du discours social le plus ordinaire, mais qui traversent aussi le savoir académique. Et au cœur de ces mises en récit, on voit comment la différence de sexe est mise à l'épreuve, elle est brouillée, au contraire, comment elle va être sans cesse réitérée. Et donc, à chaque fois, on a cherché à regarder, à voir si la violence des femmes était reconnue, comment elle était reconnue, et comment derrière les activités de nomination, de mise en récit, ce qui était en jeu, c'était l'ordre social, qui est aussi un ordre du genre, et comment penser la violence des femmes conduit à repenser et à penser l'ordre social.
Donc j'en viens à ces 3 récits. Alors je m'excuse parce que les typologies, c'est toujours un petit peu indigeste. Il me reste combien de temps, Michel? Pas du tout. Merci Florence. Oui, c'est les autres le feront pour moi. On a distingué trois récits de la violence des femmes. Le premier, c'est celui qu'on a appelé la violence hors cadre. Alors dans ce récit-là, la violence des femmes ne trouble en rien l'ordre du genre, puisqu'elle est déniée, ou alors elle va être requalifiée pour ne plus apparaître comme violence. Ce qui permet au final de reproduire la différence des sexes, de maintenir un ordre social. Et cette opération, en fait, elle va procéder de différentes manières. Alors là aussi, je vais trop vite, mais une manière très simple, c'est tout à fait de dénier, purement et simplement, d'occulter la violence des femmes. C'est le cas typique de ce tableau de David, qui sur l'assassinat de Marat, perpétré par Charlotte Corday, qui est un moment important de la Révolution française. Et dans le tableau de David, Charlotte Corday disparaît complètement et on ne voit que Marat ensanglantée dans sa baignoire, avec quand même la lettre de Charlotte. Occultation pure et simple, mais un autre mécanisme qui marche très très fort consiste en ce qu'on a appelé, en reprenant le concept à Delphine Naudier, un déni d'intériorité qui repose en fait sur une mémoire sélective. Alors Delphine Naudier, elle utilise le concept pour parler des femmes écrivains, c'est-à-dire elle dit on s'étonne toujours de voir arriver les femmes sur le marché littéraire, et alors même qu'en fait les femmes ont toujours écrit. Et bien de la même manière, on redécouvre sans cesse que les femmes peuvent être violentes. Et un exemple, alors là, très marquant aussi, c'est celui par exemple de la violence des filles, qui depuis quelques années a surgi dans l'espace public, et on nous dit les filles sont de plus en plus violentes, et même sont violentes comme les garçons, voire pire. Et en fait, historiquement, si on regarde un peu plus près, cette panique morale, elle apparaît en fait dès la fin du 19e siècle avec la société industrielle, et on la voit ressurgir de façon très récurrente dans les années 30. On va la voir aussi après la Deuxième Guerre mondiale, au moment du féminisme. Et donc c'est intéressant de retracer la généalogie de cette manique morale qui montre au contraire qu'en fait on est sur des chiffres très stables, puisque si on regarde les chiffres au niveau des tribunaux, les filles représentent depuis le début du XXe siècle à peu près 10% des individus jugés par la justice des mineurs. Une autre opération qui conduit à occulter cette violence des femmes consiste à sous-enregistrer cette violence et à requalifier les faits. C'est-à-dire il y a une forme de regard sélectif qui entraîne une façon de nommer, de traiter différemment les violences en fonction du sexe de leur auteur. C'est ce qu'on observe tout au long de la chaîne pénale, puisque, pour vous rappeler quelques chiffres, parmi les individus arrêtés par la police et la gendarmerie, on a 14% de femmes. Le chiffre baisse au niveau des tribunaux, 10%, et puis les femmes ne représentent plus que 3,4% de la population carcérale. On est là sur un espace non mixte, un des rares espaces quasiment mixtes qui existent aujourd'hui. Et donc c'est intéressant de voir comment effectivement, devant les tribunaux, il y a une forme de protection des femmes qui commence d'ailleurs dès le travail policier. Je n'ai pas le temps de développer, j'en suis désolée, mais qui fait qu'effectivement, des actes violents perpétrés par des femmes ne sont pas pensés comme tels et ne sont pas enregistrés comme tels à toutes les étapes de la chaîne pénale. Sauf sur les enfants, mais même sur les enfants, c'est plus compliqué. Voilà. Après, je pourrais vous parler du terrain de foot, qui est un lieu d'observation magique aussi, c'est-à-dire on a des... Alors là, je fais référence à un texte qui est paru dans un numéro de revue qu'on a fait avec Geneviève aussi sur cette question-là, qui montre comment des chercheurs ont voulu travailler sur les violences féminines sur les terrains de foot. Donc ils ont commencé à regarder les statistiques et il n'y avait aucune violence qui était enregistrée. Et donc ils se sont dit, il faut qu'on aille voir de plus près. Donc là aussi, il y aurait beaucoup plus à dire, mais en tout cas, ce qu'ils observent, c'est qu'en fait, sur les terrains de foot, dès qu'une femme commence à lever la voix ou à lever la main, l'arbitre siffle. Si bien qu'en fait, la violence ne peut pas advenir. Voilà, donc je ne développe pas plus, mais c'est comme ça qu'on a analysé ce premier récit. Michel, il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 bonnes minutes. Attends, j'en dis 2 autres. Le deuxième récit, au contraire, on a une violence des femmes qui va être reconnue, mais qui là va être disqualifiée. Et on va observer une forme de déresponsabilisation des femmes
qui, si elles usent de la violence, hein, sont toujours agies et jamais actrices. Et du coup, là, c'est intéressant, parce qu'on a quand même une violence féminine qui est parlée, de fait, mais quand elle est parlée, c'est pour la catégoriser au regard de savoirs, de traitements qui vont viser, là encore, à réaffirmer une différence de sexe très très forte. Alors, plusieurs situations, là aussi, et encore une fois, il me faudrait plus de temps, mais ce qu'on observe, c'est d'abord que la violence des femmes est souvent présentée comme une violence à civiliser. Et là, les mythes sont intéressants, et notamment un mythe que Baudelaire cite, puisqu'il montre comment, en fait, à l'origine, les femmes avaient le pouvoir de violence, mais un pouvoir de violence qu'elles utilisaient très mal, et il raconte notamment comment les femmes utilisaient l'arc et la flèche en pointant la flèche vers elles. Et il faut que les hommes arrivent pour leur expliquer comment on tient bien cet arc pour pouvoir faire usage de la violence. On a aussi tout un tas de travaux comme ça qui montrent en criminologie comment les femmes sont bien plus violentes à l'origine et par nature que les hommes, et comment effectivement le travail disciplinaire qu'on va mettre en place vise à les civiliser. Autre situation, la violence féminine est une violence qu'il va falloir soigner, et là il faudrait aussi parler longuement du poids des catégories psychologiques et des catégories psychiatriques. On pense évidemment à la figure de l'hystérique. On peut penser aussi, par exemple, c'est ce que j'avais observé en prison, la manière dont, je vous donne un exemple d'une femme qui est détenue, qui avait commencé une grève de la faim, et on est là face à une violence contre soi. C'est comme ça souvent qu'on qualifie les violences des femmes, sans vouloir du coup en penser la dimension sociale. Mais en tout cas, cette femme-là me disait, j'ai entamé une grève de la faim parce que je ne suis pas d'accord avec la peine qui m'a été infligée. Et donc elle avait arrêté de manger. Et pour l'institution pénitentiaire, cette revendication-là et le fait d'arrêter de manger était pensé comme une anorexie. Et donc c'était intéressant de voir comment effectivement une violence faite à soi, effectivement, qui était revendiquée comme telle par cette femme, était en plein plan pensée du côté de la psychologie et en l'occurrence pour elle de son histoire familiale. Donc une violence à civiliser, une violence à soigner, mais aussi une violence qui est toujours pensée comme une violence sous tutelle et une violence souvent pensée comme une violence sous le joug de la domination masculine. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette idée que finalement, la violence des femmes, c'est une violence qui est faite sous l'emprise des hommes, soit parce que les hommes leur délégueraient une violence et qu'elles obéiraient à ce travail de délégation, soit parce qu'elles seraient amoureuses, et on a un très bel article de Fanny Bugnon sur les femmes d'action directe, qui montre comment Nathalie Ménigon et Lebron étaient sans cesse renvoyées à ces figures d'amoureuses, renvoyées par les médias, renvoyées aussi très souvent par les avocats, et c'est intéressant de regarder comment les avocats, devant les tribunaux, évidemment, jouent de ces stéréotypes. Donc ça, c'est pour le deuxième récit. Le troisième récit, c'est un récit qu'on a appelé celui de l'indifférenciation égalitaire. C'est un récit qui est très largement minoritaire, qui très souvent emprunte à la fiction, mais il est intéressant ce récit, parce que non seulement la violence des femmes est parlée, mais cette violence, elle contribue à renverser l'ordre du genre et à conduire un changement radical de l'ordre social. Alors il y a évidemment ce mythe et ce récit des Amazones, ou d'une domination féminine sans partage. Alors on n'a pas d'expérience concrète pas d'effroi durable lié à ce mythe finalement, même si Geneviève dit souvent qu'on ne connaît que trop peu la préhistoire et que peut-être un jour on se rendra compte que des sociétés féminines violentes et dominant les hommes ont existé. Il n'empêche que ce que permet de penser le bouquin, c'est qu'effectivement il faut aller regarder quand même des espaces, des niches sociales où la violence féminine est en partie autorisée. C'est le cas de la sphère familiale, où on observe des ruptures du care, qui sont compliquées à analyser mais qui méritent de l'être. C'est le cas de l'école aussi, où ces petites filles ne sont pas toujours si dociles, justement. C'est le cas du sport, même si on a souvent une organisation et une ségrégation des sexes. C'est le cas des pratiques sexuelles. Il y a un article d'Éric Fassin qui revient notamment sur le sadomasochisme. C'est le cas de certains mondes professionnels, c'est le cas des émeutes de la faim, c'est le cas de moments révolutionnaires, c'est le cas de guerre. Alors très souvent c'est éphémère. Mais pour autant, c'est aussi ce qui fait l'histoire, et il me semble qu'il y a des éléments à aller regarder là-dedans, en même temps que les œuvres de fiction
sont des répertoires aussi évidemment intéressants. Alors évidemment, il faut toujours regarder la manière dont les héroïnes finissent, et très souvent les femmes qui commencent à faire usage de la violence, elles meurent à la fin. Mais pour autant, on a là quand même des formes de performance de genre, hein. Il y a bien un trouble qui a lieu, et que de ce fait, ces fictions-là, elles ouvrent une brèche, hein, elles excitent le système, pour reprendre les termes d'Habermas. Oui, je dis pas, c'est pas son nom, c'est pas grave. Et donc elles sont intéressantes à regarder. Et puis dans cette indifférenciation égalitaire, il y a aussi le moyen de penser un égal accès des femmes au pouvoir de violence. En tout cas, ce que permet de montrer l'ouvrage, hein, c'est combien, et c'est un peu terrible, mais c'est ainsi, la conquête de la citoyenneté dans les sociétés occidentales, elle repose effectivement sur la manière dont on ne peut pas avoir accès à ce pouvoir de violence. Je vais conclure. C'est gentil, Michel, de me laisser parler, mais je déborde largement. Non, ça va aller avec la conclusion. D'accord. Donc peut-être juste 2 mots pour conclure. D'abord, il me semble que penser la violence des femmes, c'est bien penser cet ordre social, hein, qui est construit sur une assignation majoritaire des femmes à la position de la violence, qui va fonder 2 catégories de sexe distinctes et distribuer de façon asymétrique les pouvoirs et les vulnérabilités supposées. Et donc, ce qui est important pour nous, et c'était l'hypothèse du bouquin, c'est que finalement l'ordre social, hein, il se fonde sur la mise en place d'un système assez rotor qui va se fonder sur la construction sociale d'un sexe menaçant et de l'autre, hein, estimé plus inoffensif. Et à ce titre, les femmes violentes, hein, peuvent bien présenter un danger, et même un danger bien plus fort finalement que les hommes violents sur l'ordre social. Et c'est ça que permet de montrer, à mon avis, le bouquin, c'est que finalement la société met en place un travail d'assignation permanent, répété, etc., des femmes à la violence. Et si les femmes violentes surgissent, évidemment la menace là est extrêmement forte. Et puis penser la violence des femmes, c'était aussi un moyen de reconsidérer les catégories de la violence. C'est élargir, hein, le champ des études sur la violence, parce que la violence des femmes peut emprunter des voies moins spectaculaires, moins enregistrées, moins institutionnalisées que celle des hommes. Je pense par exemple à ce très bel article de Clotilde Debat qui montre comment certaines femmes victimes de violences conjugales sortent à un moment donné de ce processus-là, en faisant elles-mêmes usage de la violence, et elles utilisent les armes qu'elles ont à leur disposition, à savoir le couteau de cuisine et la casserole d'eau bouillante. Et donc c'est intéressant, effectivement, là je ne peux pas non plus développer, mais de voir comment essayer de penser la violence des femmes. Ça redessine évidemment les frontières du privé et du public, ça redessine aussi et ça re-questionne des modes de traitement et de discipline qui sont spécifiquement réservés aux femmes et qui reposent sur des formes de protection et de care, en même temps que ça oblige à repenser le concept et la manière dont on pense les violences dans les sciences sociales. Je vous remercie. J'aimerais savoir, dans vos travaux, quelle est la part faite aux guerres, la Première Guerre à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont donné lieu à une certaine prise de pouvoir des femmes, notamment en ayant accès à des activités professionnelles qui jusque-là leur étaient interdites. Et de savoir aussi, une fois cette période de violence, puisqu'on est dans la violence, la guerre c'est vraiment la violence extrême, pourquoi il y a eu retour à l'état antécédent, et voilà, c'est en gros le sens de ma question. Alors moi je ne suis pas historienne du travail des femmes, du coup, mais en revanche cette question était beaucoup traitée dans le livre dont je vous parlais de Marguerite Marmoigny et Monique Méron. Et donc elles, ce qu'elles indiquent qui est très intéressant, c'est qu'en fait elles disent que pendant les 2 guerres mondiales, effectivement, le travail des femmes a été rendu beaucoup plus visible, mais il n'a pas augmenté, encore une fois, quantitativement. C'est simplement que comme elles ont pris des positions de travail visibles liées au fait que ces emplois occupés avant par les hommes, du coup, étaient laissés vacants, du coup, le travail des femmes est devenu visible, et
Et voilà. Donc, encore une fois, voilà, ils n'ont pas plus travaillé, mais leur travail était plus visible. Après, quant à dire que ça n'a pas eu d'effet, elles, au contraire, elles disent que ça a produit des effets, pas nécessairement des effets immédiats ou des effets mécaniques, mais ça a quand même produit des effets qu'on connaît tous, notamment le droit de vote. Ça a quand même produit des effets sur la reconnaissance de l'autonomie juridique des femmes et sur, même s'il y a eu ensuite effectivement cette décennie des années 50-60 où les femmes, le pourcentage de femmes en activité entre 29 et 45 ans est plus bas que durant tout le reste du XXe siècle, il n'en reste pas moins que je pense quand même qu'on ne peut pas dire que ça n'ait pas eu d'effet sur le terrain, notamment juridique. Ouais. Juste, je sais pas, ça marche. En fait, un moment intéressant, c'est les moments de guerre ou ces moments révolutionnaires, enfin, s'agissant des violences exercées par les femmes. Ce qui est rigolo, c'est de dire que ces moments-là sont marqués éventuellement par des violences exercées par les femmes. La Révolution française en est un exemple typique. Hein. On dit très souvent c'était terrible, les femmes y étaient et les tricoteuses en particulier. Et donc très souvent on va fermer la parenthèse. Hein. On va montrer que c'est un moment qui doit être circonscrit, une exception qui va confirmer la règle. Après la Révolution française, on interdit le travestissement. Il faut vraiment réinscrire de la différence là où elle a été brouillée parce que les femmes ont participé. Et en même temps, en tant qu'historienne ou en tant que sociologue, il me semble que c'est intéressant d'aller regarder là justement effectivement comment ça ne fait, c'est pas juste une parenthèse, c'est-à-dire que l'usage à certains moments donnés de la violence par les femmes a des effets biographiques à plus long terme, c'est-à-dire c'est l'expérimentation à un moment d'une capacité à agir. Et je pense par exemple à une enquête que je fais actuellement sur des filles qui étaient dans les bandes dans les années 80. Et c'est très intéressant de voir comment cette expérience adolescente, qui a été décrite comme telle, qui a pu être marquée par un usage de la violence physique extrêmement important, a des effets sur leur trajectoire biographique et constitue, même si elles n'en font pas forcément usage, un répertoire d'action qui leur est disponible. Une autre question ? Vous avez bien développé la violence exercée par les hommes contre les femmes. Mais est-ce que, quand on parle de violence, est-ce que cette violence fait partie de l'espèce humaine, cela fait partie de la nature humaine, ou c'est quelque chose, cette violence, qu'il faut relier aux structures sociales? Vous avez montré aussi que finalement, dans certaines situations, on est pris par un système qui amène à une certaine violence. On présente les hommes comme dominants dans la société. Donc, est-ce que c'est la nature humaine ou est-ce que dans une société où il va y avoir de plus en plus de biens produits, moins de pénurie, moins de lutte pour la vie, cette violence peut amener à disparaître tout en étant à ce moment-là que chacun soit vigilant là-dessus. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce qu'il y a une question que je voulais poser à Pauline et qui va un peu dans le sens de votre question. Du coup, c'est pour aller dans le même sens de la question de la violence naturelle ou pas. Bon, à titre personnel, je ne pense pas que toute la violence soit naturelle, mais c'est pas du coup, je vais plutôt vous laisser répondre. Mais pour aller dans le sens de cette question, moi, je trouve ça très intéressant, la question, le fait de montrer, de travailler sur la violence exercée par les femmes, qui effectivement est un peu contre-intuitive et à propos duquel la visibilité est faible. Et je trouve que c'est intéressant justement parce qu'il me semble que ça répond à votre question et que ça montre à quel point la violence est culturelle et culturellement construite, et ça nous permet de sortir évidemment de l'idée d'une nature féminine qui serait non violente. Et ça montre qu'évidemment il y a des conditions matérielles de la violence, et de ce point de vue, je trouve que c'est assez libérateur, ne serait-ce que d'entendre des récits de femmes violentes. Je trouve que ça produit un effet un peu agréable, et en même temps c'est très ambigu comme sensation. Mais je trouve que ça, voilà, parce que justement c'est naturalisant, et comme chaque fois que les discours sont naturalisants, ça redonne de la puissance d'agir, etc. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez lu le texte de Virginie Despentes à la suite des attentats de Charlie Hebdo, qui moi m'a interpellée.
Donc en substance, je ne présente pas Virginie Despentes, que j'imagine vous connaissez. Donc elle a écrit un texte dans lequel elle disait, il faut arrêter, enfin je résume son texte peut-être n'importe comment, mais ce que moi en tout cas j'en ai retenu, c'est qu'elle disait il faut arrêter de demander, ça n'a pas de sens de demander aux musulmans de se désolidariser de cet acte-là, ou alors si on le fait, moi ce que je voudrais faire, c'est demander aux hommes de se désolidariser de cet acte-là, et elle rappelait du coup dans son texte à quel point toutes ces violences, notamment terroristes, sont dans l'immense majorité des cas le fait d'hommes. Et donc dans son texte, elle avait quelques formules que je trouvais assez fortes sur justement sur cette société patriarcale-là, sur ce modèle culturel-là que vous nous vendez, vous les hommes, et dans lequel vous nous obligez tous à vivre. Et donc elle posait cette question aux hommes de dire qu'elle pensait qu'il y avait une désolidarisation potentielle, enfin une interpellation en tout cas à avoir vis-à-vis des hommes sur cette violence qui est masculine. Et du coup, mon sentiment est ambigu par rapport à le fait de jeter comme ça, de regarder ce qu'il en est de la violence faite par les femmes, parce que je trouve à la fois que c'est très intéressant, parce qu'encore une fois c'est dénaturalisant, et en même temps je trouve aussi intéressant de rappeler à quel point la violence est culturelle et masculine, et à quel point la violence sociale est quand même une violence genrée, et de rappeler, de montrer du coup que là il y a aussi un modèle social dans lequel on vit tous, alors même que du coup j'étais ambiguë par rapport à ce que tu disais, et je trouve que ça rejoint cette question. Mais nous, c'est une question qu'on s'est posée sans cesse. Alors après, un truc, je redis que la lecture n'était surtout pas masculiniste, et je pense que c'est important de dire. De la même manière qu'il me semble que le livre ne dit pas non, dit combien effectivement cette violence est sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au départ des femmes qui ne seraient pas violentes et des hommes qui seraient violents là-dessus. Je pense que on est assez d'accord, et ce que montre le bouquin, c'est comment dans les sociétés démocratiques, il y a une construction d'un ordre patriarcal qui passe par l'appropriation par les hommes du pouvoir de violence, et qui dépossède les femmes, parce qu'au fond, c'est aussi quand même beaucoup ce que dit le bouquin. Et donc, évidemment, dire il faudrait qu'on calque finalement le modèle sur ce modèle-là, là où le féminisme a bien dit, on ne peut pas faire ça, c'est pas vrai de tous les féminismes, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y a des choses extrêmement violentes chez les féministes. Des exemples. Le suffragette, il y a le Spoon Manifesto qui est quand même un texte très violent. On a tué personne. T'as tué personne, d'accord, on a tué personne, c'est vrai. On a tué personne. Ah, moi j'ai eu des récits de choses dans les années 70 qui étaient des preuves. On n'a pas coupé les couilles. En tout cas, nous on est sortis du bouquin. En plus, le bouquin, pour vous dire, il met sur on ne peut pas mettre sur le même plan Charlotte Corday, les femmes qui ont participé au génocide rwandais, tout ça, c'est compliqué cette question-là. Et donc évidemment, nous, le geste final, c'est de dire qu'effectivement, on n'a pas. Il vaut mieux peut-être à un moment donné penser que effectivement l'ordre social, cet ordre patriarcal, ou que les hommes en tout cas pourraient s'aligner davantage sur des choses plus pensées du côté du féminin en tout cas. En tout cas, on était plutôt dans une perspective de cet idéal de non-violence, mais en même temps, ce que permet de mesurer le bouquin, c'est que de fait, il y a un certain nombre de droits qui ont été acquis par la violence, et on ne peut pas non plus complètement faire fi. Les noirs. Donc pour faire un peu le lien entre vos deux interventions, donc, entre le féminisme et la place des femmes dans le travail, je voulais savoir ce que vous pensiez des théories de Silvia Federici, donc La Limon et la sorcière, qui explique comment elle parle de la fin du Moyen-Âge, de la place des femmes dans la société à la fin du Moyen-Âge, et comment, c'est une thèse qu'elle développe, mais que je trouve extrêmement pertinente et assez éclairante sur la place des femmes aujourd'hui dans le monde du travail, à quel point le capitalisme, pour se développer, a eu besoin d'assigner le féminin à une place qui valait moins, qu'on retrouve systématiquement et par le vocabulaire, et par l'établissement de la grammaire, et par rapport à tout ça, parce que ce féminin en valant moins, on en avait besoin dans un travail gratuit pour réparer la force de travail du prolétariat, de ce qu'allait devenir le prolétariat, et surtout de sa reproduction. Effectivement, on avait besoin de ce qu'on appelle le pierre aujourd'hui, d'avoir un travail domestique gratuit qui permette de payer moins de
de payer un peu plus les hommes et de ne pas payer les femmes. Et quand on les embauchait, quand on les faisait travailler aussi, de les payer moins, puisque dès le départ, souvent, ils étaient payés au moins moitié moins. Mais d'avoir ce réservoir de reproduction d'un temps de travail avec un dénigrement systématique de tout ce qui était les femmes. Donc elle s'appuie à un moment justement sur toutes les sorcières qui ont été brûlées. C'était les femmes qui avaient du pouvoir, ces femmes qui avaient du savoir, entre autres sur le corps, sur les questions médicales, sur les questions de la santé, qui ont été complètement réappropriées par la médecine masculine. Il faut voir toutes les horreurs que la médecine a pu dire sur le corps des femmes et sur la place des femmes contre l'hystérie. C'est quand même aussi une invention. Effectivement, et on revient à cette question de violence, c'est-à-dire qu'une femme qui exprimait quelque chose qui n'était en dehors de l'ordre social était considérée comme une violence, mais en fait, c'est une toute petite réponse par rapport à cette violence systémique qu'on a infligée aux femmes à partir de l'ère industrielle, je veux dire, et qu'on retrouve aujourd'hui toujours dans la grande distribution. Toutes les femmes qui ont travaillé en ont fait l'expérience. Moi, je veux bien dire un mot. Je trouve que ce sont des travaux très intéressants et que donc j'aurais synthétisé de la même manière que vous. La seule chose qui me fait réagir dans ce que vous dites, c'est que je trouve qu'il y a un débat en fait un peu récurrent. Un débat qui est à la fois un débat scientifique mais qui est aussi un débat politique, et c'est sur le terrain politique que ça pose problème, sur la question de la consubstantialité ou non du capitalisme et du machisme pour aller vite, et donc de la lutte des classes et des rapports sociaux de genre. Est-ce qu'ils sont véritablement complètement structurellement articulés, ou est-ce qu'il y a une autonomie partielle de l'un et de l'autre? En fait, moi, j'ai longtemps pensé qu'ils étaient complètement consubstantiellement liés. Maintenant, je ne sais plus très bien. Mais je pense surtout que le problème, en fait, de penser que le capitalisme, c'est vrai... De fait, en tout cas d'un point de vue historique et descriptif, il est certain que le capitalisme et des rapports sociaux de sexe inégalitaires se sont développés tout à fait conjointement et se sont nourris l'un de l'autre et se sont légitimés l'un l'autre et se sont dans les faits imbriqués l'un l'autre. Ensuite, je pense qu'aller plus loin que ça et penser que qu'en quelque sorte c'était une condition de développement du capitalisme, faire le pas supplémentaire qui consiste à dire que le capitalisme avait besoin pour se développer du fait que les femmes soient au travail, ça conduit d'un point de vue politique, que les femmes ne soient pas au travail, pardon, que les femmes assument le travail reproductif pendant que les hommes assument le travail productif. Le problème de penser que c'est une condition, c'est que ça a conduit, enfin je ne vous apprends rien, notamment dans une partie de la gauche, de l'extrême gauche, et notamment au Parti communiste, et d'ailleurs aussi dans les organisations trotskistes, ça a beaucoup conduit à dire qu'en fait le féminisme était une lutte secondaire, et qu'en fait il fallait avant toute chose se concentrer sur la lutte des classes, et que quand on en aurait fini avec le capitalisme, mécaniquement, voilà, on en aurait aussi fini avec le machisme. Bon, moi, voilà, du coup, d'un point de vue politique, je pense qu'on n'a pas vraiment intérêt à penser ça. Enfin, en tout cas, voilà, on s'en fiche à la limite de mon avis, mais la conséquence politique, c'est ça. Et c'est quand même une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes dans les années 70 se sont senties obligées de s'organiser en non-mixité, notamment au sein du MLF, parce que dans leurs organisations politiques sources originelles, si je puis dire, elles ne trouvaient pas d'espace, en fait, pour parler directement de cette lutte-là. Donc, voilà. C'est un effet pervers, mais du coup, je pense que politiquement, c'est... Moi, mon sentiment est qu'en fait, le capitalisme peut... J'aurais tendance à penser que le capitalisme fait feu de tout bois, et que du coup, il a fait feu du machisme tant que c'était possible, et que je pense qu'il fera vraisemblablement feu de l'égalité aussi, et que ses visages sont multiples, il peut s'accommoder, il peut se développer dans des sociétés démocratiques comme il peut se développer dans des sociétés totalitaires, comme il peut se développer dans des sociétés fascistes. On peut faire du profit dans beaucoup de conditions, dans beaucoup de systèmes politiques. Et du coup, j'ai tendance à penser qu'on a intérêt quand même en fait à avancer sur le terrain du féminisme, enfin avancer sur le terrain des rapports sociaux de sexe par ailleurs, quoi. Merci. Cette partie-là est finie. Le deuxième peut s'ouvrir à la librairie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les intervenantes, sauf Colline qui est obligée de nous quitter, mais vous pouvez continuer le dialogue à la librairie, juste au-dessus de la salle. Merci beaucoup.